La seule chose que je demanderais à Luis Enrique, si je pouvais lui poser la question, c'est le sujet du jour qu'on va aborder avec Tonton. Juste n'oubliez pas, si vous likez pas la vidéo, vous êtes en train de dire à YouTube que la vidéo elle est nulle. Donc commencez par là parce que c'est pas cool les gars. Et on va attaquer direct avec Tonton. Moi, personnellement, après tant d'années au Paris Saint-Germain avec les échecs qui se ressemblent tous, moi, je serais déjà heureux si Luis Enrique faisait comprendre au club que tout ce qu'on doit dépenser cet été, enfin la majorité de ce qu'on doit dépenser, c'est au milieu de terrain. Là, je vois des 90 millions d'euros sur Vlahovic, moi, et 60 millions sur Ugarte. Donc là, en fait, tu prends un joueur confirmé en attaque à 90 millions et tu prends un espoir, entre guillemets, à 60 millions qui s'appelle Ugarte, qu'on ne sait pas si ça va bien se passer ou pas. Moi, j'aurais besoin de garantie plutôt au milieu de terrain. Moi, j'aurais fait plutôt l'inverse. J'aurais pris peut-être un attaquant à 60 millions avec peut-être du potentiel, notamment peut-être, je sais pas, du Gonzalo Ramos, juste comme ça, c'est une piste. Et j'aurais pris un joueur confirmé au milieu de terrain. J'aurais fait exactement l'inverse. Et là, on se rend compte que le Paris Saint-Germain, il est reparti comme les années d'avant, où on va claquer quasiment tout le bif sur l'attaque. Mais ils oublient que pour connecter une défense, un gardien aux attaquants, bah, ça passe forcément par le milieu de terrain. Alors, toi, tonton, qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Bah, je peux que te rejoindre. Le milieu dans le football actuel, c'est quelque chose d'hyper important. Et au final, il y a quelque chose qu'on répète régulièrement dans les podcasts depuis bientôt 2 ans. Bah, à part Marco Verratti, on n'a aucun milieu de terrain de classe internationale, enfin de haut niveau. Et je pense que ça pose sincèrement problème. Et surtout quand on voit Luis Enrique et son exigence avec les milieux de terrain, que ce soit avec le Barça ou avec la sélection espagnole, bah, Luis Enrique, il a toujours eu des milieux de terrain de très très haut niveau. Et moi, si j'aimerais une chose de Luis Enrique, bah, c'est qu'il puisse, entre guillemets, au PSG, bah, faire la même chose, c'est-à-dire bah, bâtir son équipe avec un milieu de terrain de très très haut niveau. Parce que quand il était au Barcelone, il avait un trio titulaire qui était composé de Busquets, Xavi, Iniesta, qui ensuite basculait avec Rakitic. Il a intégré des joueurs comme André Gomes, qui était un grand espoir à l'époque, et Arda Turan, qui était une révélation de ce championnat à l'époque au Barça. En Espagne, il t'a fait des milieux de terrain avec du Busquets, Pedri, Olmo, Gavi. Et, voilà, on parle d'un gars qui a même mis Rodri en défenseur central tellement il tenait à Busquets 106. On sait que pour lui, le milieu de terrain, c'est quelque chose d'essentiel et de super important. Et moi, je te rejoins totalement là-dessus. Si au Paris Saint-Germain, on avait l'occasion de pouvoir investir sur des milieux de terrain qui répondent aux exigences de Luis Enrique, bah, ce sera un grand pas vers l'avant en tout cas. Ouais, complètement. Surtout que je pense que 90 millions, comme il s'est annoncé pour l'instant pour Vlahovic, c'est une très 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 grosse somme. Vous savez, je suis pas très très convaincu par le joueur, enfin par le niveau aussi. Après, pour la pubalgie, j'ai un peu des doutes. Moi, je vois le milieu de terrain du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Certes, c'est des joueurs qui peuvent devenir de gros joueurs, mais pour moi, si je regarde ça à l'instant T, c'est un milieu de terrain qui est même pas top 3 en Ligue 1, tu vois. Comme l'année dernière, on était encore pire, on était peut-être, je sais pas, même pas top 5. À chaque fois on rencontrait une équipe de Ligue 1, on se faisait marcher dessus au milieu de terrain. Et tu regardes, par exemple, le Real Madrid, même des années où devant, ça collait pas. Bah, en fait, quand tu as Modric, Casemiro et Kroos au milieu de terrain, bah, ça va te sauver. Et la base du football, ça passe par là. Et je comprends pas qu'à un niveau où le Paris Saint-Germain évolue sur un top, top niveau, on comprend pas l'importance du milieu de terrain. Tu as l'impression que les gens, ils connaissent pas le foot, les gens qui prennent des décisions. Et pour eux, avoir une grande équipe, ça passe par avoir un grand attaquant. Sauf que j'ai vu pas mal d'équipes avec des attaquants de moins bonne facture. Tu vois, par exemple, prendre l'Inter Milan qui arrivait en finale de Ligue des Champions. Euh, T'as, comment il s'appelle, Zeko. T'as Lukaku, c'est pas des top 5. Après, t'as Lautaro, oui, mais sinon, les autres, c'est pas des top 5. Lukaku, je vois qu'il peut partir à 27 millions. Dzeko, il coûtait rien. Mais le milieu de terrain, en fait, il a fait le travail. Et les mecs, ils sont juste là pour finir ce que le milieu, il a créé. Et le milieu te met dans des bonnes conditions. Et toi, tu scores. Moi, je suis pas forcément convaincu que tu aies besoin d'un top 9 avant d'avoir des top 8 et des top 6. Moi, pour moi, c'est le football que moi, je préfère, personnellement. Alors, je te rejoins en soi, bien que en ce qui me concerne, le 9 reste prioritaire, ça ne veut pas dire qu'il faut zapper le milieu.
Et j'ai même envie de te citer une équipe qui reflète parfaitement ce que tu viens de dire. Moi, j'ai envie de parler de Liverpool. Liverpool s'est fait manger cette saison comme c'est pas permis, surtout au milieu de terrain. Il y avait énormément de lacunes dans cette équipe. Trent a d'ailleurs fini au milieu de terrain à la fin de saison du côté de Liverpool pour dire à quel point il y avait des lacunes. Cette saison, enfin cet été plus particulièrement, les mecs, ils viennent déjà de te lâcher 70 millions sur Szoboszlai, ils viennent d'acheter McAllister, et là, ils sont sur Romeo Lavia. Donc là, les mecs qui se sont dit, bah, nous, notre milieu, c'est un problème, bah, on va tout investir dessus. Alors, je ne te dis pas que le Paris Saint-Germain doit zapper le neuf, parce qu'en ce qui me concerne, le neuf, ça reste important, surtout pour Luis Enrique, qui a montré, bah, au Barça, il a réussi parce qu'il avait Luis Suarez, en Espagne, il n'avait pas de neuf, il n'a pas réussi. Donc, il aura besoin de ce neuf de toute manière. Seulement, si tu mets 90 millions sur un Vlahovic, bah, je te rejoins, il faut être capable de mettre la même somme sur un Bernardo Silva pour lui faire quitter Manchester City et avoir ce milieu de terrain de top niveau qui est un vrai besoin pour le coup pour le Paris Saint-Germain parce que tu as déjà recruté de 6 en la personne d'Ugarte, comme tu as dit, tu as déjà Marco Verratti. En fait, il manque un milieu de terrain qui sera complémentaire aux deux autres. Et ce milieu de terrain, ça peut être Bernardo Silva. Et c'est un joueur qui, pour le coup, il faut que tu mettes le prix dessus. Donc, je pense que ça reste une priorité, autant que le neuf reste une priorité. Mais attention pour moi, il ne faut pas que tu priorises l'un plus que l'autre. Il faut que tu arrives à trouver un équilibre pour faire les deux. Ouais, bah c'est là où elle arrive la question fatidique. Si demain, le Paris Saint-Germain doit choisir entre faire un top 8 et un top 9, toi, tu choisis quoi? Moi, personnellement, je prends le 8. Mais toi, si t'as pas le choix, tu choisirais quelle option? Ben, moi, je me dis, si j'ai aucune autre option, bah, dans notre effectif, il existe des solutions. Je me dis que éventuellement, si tu n'as pas de vrai neuf, ce qu'il faut, c'est un mec qui va mettre tes 50 buts par saison. Et ce joueur, on l'a déjà dans l'effectif, il s'appelle Kylian Mbappé. Et je me dis que si je peux avoir vraiment le choix qu'entre un des deux, et qu'on sait que Mbappé n'a pas l'air décidé à prolonger, je me dis que je prends le risque de prendre Bernardo Silva et à mettre le paquet dessus pour avoir un milieu de terrain ultra complémentaire. Et je mets Neymar en faux neuf et je mets Mbappé à gauche dans le rôle du buteur excentré à gauche. Et dans l'animation de Luis Enrique, c'est quelque chose qui est réalisable au final. Donc je me dis, quand je connais un peu le jeu de Luis Enrique et l'importance du milieu de terrain, si vraiment j'ai pas le choix et que je dois faire soit Vlahovic, soit un Bernardo, on va dire hein, grossièrement, bah finalement je vais faire le Bernardo parce que je me dis que devant, on peut animer l'attaque pour avoir un mec qui sera un buteur même si on n'a pas de vrai neuf. Alors que si on n'a pas le milieu de terrain, bah, on va être encore dans la panade. Ok. Tu as parlé de Liverpool tout à l'heure. J'aimerais faire le point sur tout ce qui s'est passé au niveau des achats des milieux de terrain ces dernières semaines, voire jusqu'à l'année dernière. Quand est-ce que le Paris Saint-Germain a claqué autant sur un milieu que Arsenal avec Declan Rice, que Chelsea avec Enzo Fernandez? Tout à l'heure, tu as balancé des noms de Liverpool, je crois qu'on dépasse les 100 millions aussi. Ouais, sur les deux jours. Il y a t'as le Real qui a envoyé 100 et quelques millions sur Bellingham. L'année d'avant, 100 millions sur Chouameni. Nous, je crois le max maintenant, c'est Ugarte, 60 millions. Ouais, c'est Ugarte 60 millions et après c'est Paredes 50 millions. Ah ouais, et je veux pas attendre. Attention, je suis pas en train de descendre Ugarte, mais pour moi, t'as aucune garantie avec le joueur. Ouais, c'est le problème quand tu payes la clause libératoire d'un joueur, ouais, c'est que tu surpayes la valeur du joueur par rapport au prix auquel le Sporting aurait voulu le laisser partir s'ils n'ont pas le choix des négociations. Parce qu'au fond, on sait qu'Ugarte ne vaut pas ce prix, mais c'est le désavantage quand tu payes cette clause justement. Ouais, complètement. Et tu te rends compte que le Real, par exemple, quand ils achètent Bellingham, il y a des garanties. Là, la saison prochaine, on prend encore un risque. Parce que Vitinha, on l'a pris l'année d'avant à 40 millions. On s'est dit, ça va devenir un top joueur. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ça peut peut-être le devenir. Mais peut-être que Ugarte, il aura une saison plutôt comme celle de Vitinha la saison dernière. Donc au final, tu n'as aucune garantie avec ce mec-là, même si peut-être dans 2-3 ans, ça peut devenir un top player. À l'heure actuelle, à l'heure où on parle, ce n'est pas un top player. Bien entendu, mais de toute manière, la différence entre Ugarte et Vitinha, c'est que Ugarte répond à un besoin déjà au moment où tu le recrutes parce que c'est un vrai 6. Vitinha, il est censé être le remplaçant de Marco Verratti au moment où il est recruté parce qu'on est censé recruter un autre milieu qui ne viendra jamais. Et finalement, Vitinha se retrouve par défaut à jouer une saison titulaire qu'il n'aurait pas dû faire. Ugarte, c'est l'inverse. Ugarte, c'est un 6. On avait besoin d'un 6. Et lui, il n'a pas de concurrence pour le coup à son poste. Donc, quand on le recrute, il répond à un besoin. Et je pense que justement, pour répondre à ta question par rapport au milieu et au neuf, bah, c'est le cas aussi des deux. Dans les deux cas que tu recrutes le top milieu de terrain ou le top 9, bah, tu auras un joueur qui répond à un besoin. Et quand tu réponds à un besoin, quand tu es recruté, c'est vachement plus simple d'être efficace et performant plus rapidement en tout cas.
Ok. Bah, les gars, n'hésitez pas à nous dire en commentaire est-ce que vous préférez euh, recruter un 8 ou un 9 si vous n'avez pas le choix. Quelle politique que vous adopteriez si vous étiez à la direction du Paris Saint-Germain? Parce que Tonton et moi, je pense qu'on est d'accord sur le fait que le milieu est plus important. Notre club a l'air de pas être d'accord avec ça. Il y a aussi une stratégie de marketing derrière, parce que normalement, c'est des attaquants qui vendent des maillots, etc., etc. Mais je sais pas, les attaquants isolés devant, comme par exemple, je sais pas, il y a des équipes où les attaquants ils touchent pas de ballon parce que le milieu de terrain il est nul. Donc je sais pas, c'est comme avoir une Ferrari et avec des roues qui t'amènent pas là où tu veux aller. Ok, t'as un moteur devant, il y a un cheval cabré dessus, mais ta voiture elle avance pas. Le milieu de terrain c'est exactement ça, c'est les mecs qui vont travailler pour équilibrer ton équipe. Donc en fait, si tu fais des économies là-dessus, bah tu fais des économies sur la performance de l'équipe. Et ça, je pense que toi et moi, on est d'accord que c'est pas la bonne chose à faire. Mais Complètement. vas-y. Complètement. Bah, pour finir sur ta métaphore de la bagnole, je dirais que le milieu de terrain dans une voiture, tu sais, c'est un peu l'huile dans le moteur. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu mets pas d'huile dans le moteur, à un moment, le moteur il va serrer. Et c'est un peu le moteur du PSG qui est en train de serrer depuis des années, donc il faut mettre un peu d'huile. Mm. Donc ne vous gênez pas, mettez tout le bidon là, on est sur une panne sèche du moteur, là ce serait cool quand même de réinjecter un max d'huile dans ce milieu de terrain. Et oui, envoyez l'argent sur le milieu, s'il vous plaît, les gars. Louis, c'est la seule chose qu'on te demande. Dis à la direction sportive de nous recruter des vrais milieux. Ici, c'est pareil. N'oubliez pas de liker, sinon vous dites à YouTube que la vidéo est nulle. Et ça, c'est pas cool, les gars. Ciao.